Il est 8h30. Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pommerais. Et notre invité dans la matinale ce matin est Joannick Martin. Il est chef de file du Parti breton pour les élections régionales et il est avec nous en direct, en studio. Je l'en remercie. Bonjour Joannick Martin. Bonjour à vous. Alors Joannick Martin, on va rentrer dans le vif du sujet. Si je vous parle de langue de Bretagne, vous ne serez pas étonné. On a eu à notre micro hier Paul Molac qui a porté cette loi sur les langues de Bretagne, loi retoquée en partie par le Conseil constitutionnel. Alors comment se situe le Parti breton face à cette loi qui est retoquée, et est-ce que c'est encore un recul des langues ? Alors, nous au Parti breton, on n'est pas du tout étonnés du scénario qui s'est profilé ces derniers jours avec la conclusion qu'on connaît, la censure de la loi Molac. Bon, j'ai eu mon temps de colère aussi sur le coup, voilà. Et puis très rapidement, je me suis rappelé que j'étais engagé au Parti breton et ça m'a rappelé le sens de mon engagement, c'est-à-dire que la Bretagne, c'est aussi une lutte sur des temps longs, c'est un processus. Et aujourd'hui, on est passé d'une loi où on voulait des avancées pour la Bretagne et on se retrouve à une situation où on est à nouveau dans la défense de la langue. Donc ça, c'est pas normal. Et il aurait fallu faire autrement, pas forcément faire une loi ? Non, on salue d'ailleurs le travail qu'a engagé Paul Molac. C'est un travail de long terme qui a pris plusieurs années, on le sait, un travail de fourmi. Mais voilà, on voit les limites finalement de l'engagement avec des partis qui ont leur siège à Paris. Nous, on considère que c'est au contraire un parti fort en Bretagne qui, une fois arrivé au pouvoir en Bretagne, pourra amorcer un dialogue avec l'État et un rapport de force qui sera peut-être plus efficace à la fin. Voilà, donc créer le rapport de force avec l'État, mais en ayant une région forte finalement, j'allais presque dire un État breton, pardonnez-moi, je ne veux pas que ce soit mal interprété, mais enfin en tout cas une région forte. Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on voit de nombreux candidats aller sur le terrain du changement de la Constitution, modifier tout de suite, parce que on voit bien que la décision qu'a pris le Conseil constitutionnel maintenant va venir menacer le fonctionnement actuel de Diwan, alors qu'on voulait un confortement. Et donc là, on se retrouve dans une situation où il faut réagir de façon rapide. Et la position la plus simple, c'est de dire oui, il faut modifier cet article 2 qui dit que la langue de la République, c'est le français. Mais on voit bien déjà la difficulté à passer une loi comme celle de la loi Molac. Combien de temps et combien d'énergie faudra-t-il pour changer la Constitution aujourd'hui ? Nous, on considère que elle est très bien ancrée et qu'elle ne bougera pas. Elle est figée dans le granit, comme on pourrait dire, nous, ici en Bretagne. Et qu'on en est très loin. Il va y falloir du temps pour modifier cette constitution-là. Donc si cette constitution-là, elle ne bouge pas et qu'elle ne fait pas de place aux langues en France et pas de reconnaissance à la Bretagne, nous demandons un statut particulier qui permettra une dérogation et accompagné d'un transfert de compétences pour tout ce qui est la gestion directe liée aux langues et aussi à l'enseignement. Oui, parce que vous le soulignez fort justement, Joannick Martin, dans le viseur, ce sont les écoles Diwan, écoles qui travaillent justement en immersion pour enseigner la langue, transmettre la langue bretonne. Alors il en va de même aussi pour le gallo, on ne l'a pas évoqué, mais le gallo est aussi impacté puisque il y a cette transmission qui risque aussi d'être impactée par le fait que cette loi soit amendée. Est-ce que justement, pour vous, on a entendu Loïc Chenet-Girard, vous y faisiez aussi allusion, qui a demandé cette modification de la Constitution. Est-ce que pour vous c'est une posture plus qu'une volonté politique ? On a vu que Loïc Chenet-Girard était beaucoup dans la communication, beaucoup dans la posture. Il n'y a qu'à prendre l'exemple concret du laboratoire du déconfinement qu'il a demandé. Et puis finalement, une fois qu'on lui a dit non, il a dit qu'il prenait acte. Donc voilà, il n'a pas cherché à aller plus loin. Je vois, moi, qu'il a fait son lancement de campagne en disant on veut plus de Bretagne et moins de Paris.
ben, on est prêt à lui donner la carte du Parti breton pour la campagne. Hein. Nous, c'est ce que nous défendons déjà depuis de nombreuses années. Par contre, on est convaincu qu'une fois, s'il était amené à être réélu, une fois réélu, il reprendrait tout de suite sa carte au PS. Parce qu'on voit bien sur ces élections régionales que de nombreux représentants des partis traditionnels adoptent des postures qui sont vraiment pro-Bretagne. La question de la Bretagne n'a peut-être jamais été aussi présente. La question, il a même parlé d'autonomie. Enfin, c'était des mots qu'on pouvait pas attendre. Oui, le mot autonomie a été lâché. Voilà, mais là où on avait des adversaires bien identifiés pour nous qui sommes qui sommes profondément décentralisateurs. Donc on avait la France Insoumise, par exemple, qui est très jacobin. On a le Rassemblement National, qui est aussi un adversaire de la Bretagne, qui prône la fin des régions. Hein, alors qu'aujourd'hui, M. Penel prône une Bretagne forte. Enfin, c'est assez dément, hein, la schizophrénie. On bretonise, on parle des fois de verdir en ce qui concerne l'écologie, et là on bretonise finalement la campagne. C'est du breast-washing, exactement, et on l'avait dénoncé à plusieurs reprises. On voit bien aujourd'hui qu'il y a des partis qui se disent pour les langues de Bretagne, par exemple, et leurs députés et leurs représentants à Paris ont voté contre la loi Molac, justement. Hein. Et là où, justement, je reprends, on avait des adversaires bien identifiés, on voit bien que même La République En Marche, finalement, c'est un adversaire peut-être qui était un peu déguisé, parce que moi, je me rappelle de la campagne d'Emmanuel Macron. Alors, on avait déjà toutes les suspicions à cette époque-là, mais il avait quand même présenté l'expérimentation, il avait quand même mis en valeur les territoires et la diversité en France. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le bilan concernant la langue, c'est quand même la réforme du bac, où on a de nombreux élèves qui ont été pénalisés. On l'a déjà oublié. On voit sur la convention État-région, il y a des blocages. On ne veut pas augmenter. C'est peut-être le seul bras de fer qu'a mené Loïc Chenet-Girard. Bon, on voit qu'il n'y a pas de conclusion au bout. Et puis là, maintenant, on arrive à cet épisode-là. Ça commence à faire beaucoup. Il va falloir que le logiciel il change à Paris. Et moi, je peux vous annoncer tout de suite quel va être le scénario. On l'a connu et reconnu de nombreuses fois en Bretagne. On va nous sortir maintenant Jean-Yves Le Drian et Jean Castex comme des défenseurs des langues. Et on va retomber sur une situation de compromis. Le problème, c'est qu'au départ, nous étions dans une volonté d'avancer pour la Bretagne. Et là, on se retrouve dans une situation de recul. On va trouver un compromis au milieu. Et c'est ce que je l'ai dit l'autre jour. Ceux qui vont gagner au final, c'est les partisans de l'immobilisme. Donc, immobilisme, on peut le prolonger, cet immobilisme, au-delà des langues, avec, par exemple, le retour de Nantes en Bretagne, cette réunification dont on parle beaucoup. Là aussi, c'est devenu quasiment un enjeu dans la campagne. C'est pour ça que nous demandons un statut global pour la Bretagne, une reconnaissance globale. Dans la Constitution, justement, on ne mentionne pas la Bretagne. Et on voit très bien que si je reprends l'exemple en Corse, qui a très bien fonctionné aux dernières élections régionales, eh bien, ils ont obtenu un statut dans la foulée et ça leur a permis de répondre à des questions très concrètes du terrain qui ne correspondent qu'à la Corse. Les spécificités, finalement, régionales. Et pour revenir à la réunification, nous c'est pas que la question de la réunification. On va au-delà de ça. Ce qu'on veut, c'est une assemblée de Bretagne avec des compétences et des pouvoirs renforcés. Et cette assemblée de Bretagne, pour nous, elle ne se conçoit que si elle recouvre l'intégralité de la Bretagne, c'est-à-dire les 5 départements bretons actuels. Donc, on veut passer par une loi, il doit y avoir une loi. Encore une fois, le président Emmanuel Macron a dit qu'il voulait faire une loi de décentralisation avant la fin de son quinquennat. Eh bien, qu'il se dépêche parce qu'il lui reste pas beaucoup de temps. La loi 4D, on l'attend, nous, et on sait ce qu'on veut y mettre. On veut y mettre le redécoupage des régions, on veut y mettre le statut de l'Assemblée de Bretagne, et puis on veut des budgets aussi supplémentaires, parce que d'autres candidats l'ont dit aussi par rapport aux langues. Ils ont fait des grands effets d'annonce, je pense au plan Marshall, par exemple, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la conclusion. La conclusion, à la fin, c'est de dire, on ne pourra pas faire tout ça si
on n'a pas un transfert de compétences et de budget. Eh bien, on est complètement d'accord. Nous, c'est le constat-là, on l'a fait dès la création du Parti breton. Alors, l'Assemblée de Bretagne, pour nos auditeurs, on réunit en quelque sorte les départements et la région pour de nouvelles compétences. Oui, alors, dans un premier temps, ça va permettre déjà de simplifier le millefeuille. Ça va permettre de faire des économies. Et on voit que les économies d'échelle, c'est ce qui avait été promis aussi lors de la création des grandes euro-régions, Grand Est, etc. Au final, dans le bilan, on voit que ce n'est pas tout à fait le cas. Faites confiance aux Bretons. Nous, on va montrer ce que c'est de faire des économies avec une évolution institutionnelle. On va vous le prouver parce que aujourd'hui, il y a des élus, il y a beaucoup plus d'élus que ce qu'il y a de nécessaire en Bretagne, entre les conseils départementaux, les conseils régionaux. Là, c'est aussi une petite niche et il y en a plein d'autres. Mais si on se contente juste de fusionner les budgets des conseils départementaux et du conseil régional, finalement, pour les Bretons, on pourra avoir des orientations politiques plus impactantes, mais on ne gagnera pas plus de richesse à redistribuer. Ce qu'il faut, c'est aussi aller chercher des budgets à Paris, parce que, en Bretagne, on produit, et on produit très bien. On a toujours produit, c'est une des régions en Europe qui produit le plus. Si les richesses, on les crée, on doit en voir aussi la couleur à un moment, parce que les impôts partent à Paris, on aimerait qu'il y en ait plus qui reviennent en Bretagne. Voilà. Il y a aussi l'aspect européen, Joannick Martin. Est-ce qu'on peut imaginer, alors on va faire un peu de politique fiction, une Bretagne, on va pas parler autonome, mais enfin en tout cas beaucoup plus libre de ses mouvements et politiques et institutionnels, qui serait une région forte en Europe. Oui, nous, ce qu'on demande, ce qu'on souhaite, ce qu'on idéalise, c'est une Bretagne émancipée qui puisse être reconnue à l'échelle européenne, reconnue aussi à l'échelle mondiale. Mais on en est loin. On en est très loin. Parce qu'aujourd'hui, même avec le redécoupage des régions de 2015, on est déjà en mal de reconnaissance et de poids au sein même de la France. C'est-à-dire qu'on est une région à 4 départements, là où la Nouvelle-Aquitaine, aujourd'hui, il y a 12 départements, 5,5 millions d'habitants. La Bretagne est devenue un nain avec ce redécoupage des régions en France. Il faut un rééquilibre des régions, tant du point de vue géographique que du point de vue aussi de l'identité des régions, l'identité culturelle. Alors, je fais attention parce que l'identité, on y met un peu tout et n'importe quoi, mais l'identité culturelle, la richesse de ces régions. Alors, il faut un équilibre, mais je vais aussi un peu affiner ma position d'avant, c'est-à-dire qu'il y a une question de démographie et de géographie, bien sûr, mais c'est aussi avant tout une question d'identité. Parce que il y a des entités en Allemagne notamment qui sont bien plus petites que la Bretagne et qui rayonnent parce que leur collectivité, elle correspond à l'identité et tout le monde a cette envie collective d'avancer ensemble. Moi, je pense que si tous les Bretons marchaient dans le même sens autour de projets communs, eh bien, on aurait une Bretagne qui serait vraiment rayonnante aussi au niveau européen, qui pourrait prendre sa place. Un exemple concret, sur les européennes, on a une circonscription aujourd'hui qui est française. Comment est-ce que les Bretons peuvent porter leurs préoccupations, leurs idées, leurs projets pour l'Europe en passant par la France? On a besoin d'une circonscription qui soit propre à la Bretagne. On n'a plus aucune représentation bretonne aujourd'hui en Europe. Alors, vos détracteurs vous diront, oui, mais là, ça y est, on découpe la France n'existe plus finalement. Non, pourquoi? Au contraire, nous, on pense que la France a besoin de passer au XXIe siècle. On est encore aujourd'hui sur des mécaniques et des logiques qui sont du siècle dernier. Aujourd'hui, on défend toutes les identités plurielles sur de nombreux sujets. Il y a une libération un petit peu de la parole, de l'affirmation de soi, etc. Par contre, sur les identités qui composent la France, les identités dites régionales, là, ça n'avance pas. Alors, on en revient au début de notre interview. On a besoin que la France, aujourd'hui, se regarde,
et qu'elle réfléchisse à ce qu'elle est. Voilà. La France, elle est riche justement de ces identités-là, locales, et qui sont multiples. Si Paris se cantonne vraiment et se retranche derrière son périphérique et vraiment se met des œillères, parce que là c'est vraiment ce qu'a fait, hein. La France lui parle à Paris et se met des œillères. On voit bien, d'ailleurs, la plupart des députés qui ont saisi le Conseil constitutionnel étaient issus soit du centre, soit de l'Île-de-France, enfin très peu des territoires périphériques. Et si elle fait ça, c'est Paris qui fait monter le séparatisme. C'est vraiment ça que nous, on veut dénoncer. Attention à vouloir trop jouer avec le feu. Oui, des gens vont être en colère. Oui, des gens vont chercher d'autres solutions pour exister, parce que là, c'est bien la négation de notre existence qui est en jeu. Alors, Joannick Martin, la Bretagne a des atouts. D'ailleurs, elle attire la Bretagne. Alors, on l'a vu, on a un peu caricaturé, j'en ai parlé ici plusieurs fois, mais c'est métropolitain. Alors, on a dit les Parisiens, hein, pour un terme générique, qui viennent en Bretagne, qui s'y installent, qui adhèrent finalement à l'idée de Bretagne, qui font aussi bouger les mentalités, quelque part. On pense au centre-Bretagne. Est-ce que justement, le fait d'avoir un peu de, pardonnez-moi le terme, mais de sang neuf, de jeunes qui viennent s'installer, de jeunes familles qui viennent s'installer, d'ailleurs, est-ce que ça redynamise aussi l'idée de Bretagne ? Alors déjà, dans ceux qui sont venus, je dirais que beaucoup sont revenus. Parce que beaucoup sont d'origine aussi bretonne. Enfin, c'est lié à l'immigration aussi du siècle dernier, justement, vers la capitale et vers la capitale parisienne, et où la Bretagne était un petit peu aussi en souffrance au niveau économique. Et rappelons-le que c'est quand même le monde agricole qui a tiré quand même la Bretagne par le haut et qui l'a fait revivre. Et si on est fier de la Bretagne aujourd'hui, c'est aussi grâce au monde agricole, hein, le monde agricole qui s'est retroussé les manches et qui s'y est mis. Et qui est pourtant montré du doigt aujourd'hui, hein. On parle de pollution, on parle de l'agroalimentaire, etc. Exactement. Alors il ne s'agit pas évidemment ici de pointer du doigt le monde agricole, mais est-ce que là aussi il y a une mutation qui doit s'opérer, il y a un changement qui doit s'opérer ? Exactement, et du coup ça me permet de faire le lien aussi avec les néo-ruraux qui arrivent dans les campagnes, dans les centres-bourgs, etc. et qui des fois arrivent avec un projet de vie aussi, parce qu'ils ont connu une vie qui allait plus vite. On sait bien que la vie dans les grandes villes, c'est une vie qui va à 100 à l'heure. Et justement, s'ils reviennent vers les campagnes, c'est bien pour ça. C'est pour une vie qui va plus doucement, etc. Et des fois, il y a un petit peu d'opposition entre ces modes de vie-là, et il faut que les gens puissent se comprendre. Faut arriver à accorder les temps, finalement. Voilà, c'est ça. Et on a besoin d'être fiers de nos agriculteurs, parce que c'est eux qui font vivre justement le centre-Bretagne. Et si on n'est pas plus à les soutenir, il va vite se poser un problème en Bretagne. C'est qu'aujourd'hui, c'est la question de la transmission qui devient très problématique et très urgente, parce que on a des exploitations qui ne sont plus reprises. Et derrière, on va vers des exploitations du coup qui grossissent parce qu'on rachète les exploitations non reprises. Et donc c'est important pour nous, à la région Bretagne, de vraiment axer sur la formation professionnelle et sur tous les dispositifs qui permettent d'aider à l'installation de nouveaux exploitants. Et de jeunes souvent qui ont aussi des idées très, très proches de l'environnement, qui font bouger finalement le monde agricole. Bien sûr, mais les évolutions, elles sont déjà en cours depuis 20 ans. Il y a eu d'énormes progrès qui ont été faits. Sauf que là où certains arrivent et sortent d'une vie à 100 à l'heure, justement, et disent que tout doit changer d'ici 5 ans, nous, on dit que c'est pas possible, parce qu'il faut prendre aussi en considération ce qu'il y a sur le terrain. Et sur le terrain, c'est justement des transmissions qui se font la plupart du temps encore quand même à l'échelle d'une génération. Et donc une génération, c'est 10-20 ans
Voilà, l'amélioration des pratiques, elle est en cours, elle doit continuer. On doit tout faire pour accompagner justement des mutations. Mais même, c'est pas que les agriculteurs qui doivent évoluer, c'est aussi la région qui doit mettre en place des choses. Voilà, on parle des champs qui sont exploités autour des baies, faire peut-être des zones tampons. Enfin, il y a tout plein de choses qui sont possibles pour maintenir cette activité économique. Il y a le foncier aussi, parce que les gens qui s'installent, pardonnez-moi, je vous ai coupé, Joannick Martin, mais les gens qui s'installent ont besoin de se loger, et puis des fois, il faut construire. Ça pose le problème des terres agricoles aussi. Ah oui, et puis ça va me donner l'occasion justement sur le statut de résident, parce que je sais que l'UDB a porté médiatiquement ce projet. Nous, on l'a aussi dans nos valises, et on est d'accord sur ce sujet-là. Nous, on est d'accord pour les soutenir justement. Des fois, les Bretons peuvent se parler autour de projets très concrets comme celui-là. La question de l'immobilier et de l'accession à la propriété, notamment pour les jeunes ménages, c'est une question importante parce qu'on a des jeunes ménages qui ne sont même plus capables de résider dans la commune où ils sont nés. Ils sont obligés de se retrancher justement vers des communes des fois un peu plus éloignées des services, et donc ça ne correspond pas forcément à leurs attentes de projet de vie. Et si ça ne leur correspond pas, ils vont aller vers... ils peuvent être amenés même à quitter la Bretagne pour trouver des solutions immobilières plus avantageuses. Donc nous, on veut garder justement et offrir la possibilité aux Bretons de se loger. Alors, il y a aussi la question des déserts médicaux en Bretagne. Alors, pas seulement dans les campagnes, mais aussi dans les villes. Alors, il y a des expérimentations un petit peu partout de maisons médicales. Il y a aussi des projets concrets de ces lieux où on peut enfin trouver des médecins, mais c'est encore timide. Là aussi, il faudra avoir un plan santé pour la Bretagne. Oui, on en est encore en termes de l'expérimentation et c'est bien, il faut continuer dans cette voie-là. Il y a des collectivités qui s'approprient la chose. Nous, on pense que justement, on a besoin d'avoir une Bretagne qui soit responsable de la gestion de sa santé et qui puisse accompagner les collectivités dans ce qu'elles veulent développer, les agglomérations notamment. Il faut aussi décentraliser au niveau de la Bretagne. Donc, avec une région, nous on conçoit la chose avec une région Bretagne qui puisse chapeauter un petit peu la compétence santé et accompagner les agglomérations dans le développement de maisons de santé, justement. C'est aussi le maintien des services qui sont proches de la population. Moi, je me souviens, en 2018, on était aussi présent pour défendre la maternité à Guingamp, parce que c'est des choses concrètes qui répondent au quotidien des Bretons. Et il est là ce lien social finalement dont on parle tant. Oui, et nous dans notre liste on a que des personnes qui vivent la Bretagne au quotidien, des gens qui travaillent, qui se retrouvent que le week-end et qui s'engagent pour la Bretagne en plus de leur temps familial, en plus de leur temps professionnel. Et donc ces considérations-là, ils l'ont. Et c'est pour ça qu'on a à cœur aussi de défendre les territoires un peu intermédiaires, c'est-à-dire les villes moyennes, les centres-bourgs, les zones rurales, parce que sinon tout va se concentrer dans les grandes villes et on voit bien que ça pose des problèmes. Alors on a beaucoup de villes moyennes aussi en Bretagne qui commencent à j'allais presque dire reprendre du poil de la bête, pardonnez-moi le terme, il est peut-être un peu trivial, mais en tout cas qui se repositionnent. On pense à Saint-Brieuc ici tout près, mais il y en a d'autres évidemment. Mais justement, est-ce que ce réseau de villes moyennes important en Bretagne peut aussi peser dans l'équilibre des territoires ? Alors, le réseau des villes moyennes, il est aussi en train de revivre avec l'arrivée de la LGV. Alors, moi, ça me fait penser au parallèle de 1860 avec l'arrivée du chemin de fer dans les Côtes-d'Armor. Donc, il y a eu du pour et il y a eu du contre. C'est ce qui a favorisé aussi l'émigration vers Paris. Aujourd'hui, il y a du pour et du contre. C'est-à-dire qu'on peut accueillir aussi dans ces villes moyennes des fois des nouvelles populations justement qui peuvent continuer à travailler aussi grâce au télétravail. On est en pleine mutation là avec la crise sanitaire, il faut pouvoir répondre à ça. C'est pour ça que le déploiement de la fibre est très important et nous on dit qu'il faut que ça aille beaucoup plus vite. C'est un des échecs du mandat passé. Mais attention aussi
aux effets induits, c'est-à-dire que les personnes qui arrivent travaillent, mais pour des entreprises qui sont parfois pas en Bretagne. Ça, c'est une réalité. Et puis, si chacun est un peu interchangeable comme ça, qui peut travailler depuis chez lui, voilà, il y a cette question d'identité qu'il ne faut pas perdre aussi. Il faut savoir où est-ce qu'on vit et où est-ce qu'on travaille. Alors, un dernier mot, Joannick Martin. On parle beaucoup de sécurité aussi dans cette campagne. Sécurité qui est souvent abordée d'ailleurs par le Rassemblement national, hein, autour des jeunes migrants ou encore autour des incivilités. Donc, souvent, il y a un amalgame qui est fait. Aujourd'hui, on parle aussi de développer les polices régionales. Il y a des voix qui commencent à se faire autour de cela. Quelle est votre position au Parti breton ? Oui, il y a un problème de sécurité. On voit bien que c'est une des préoccupations majeures des Bretons et des Français en général. Et aujourd'hui, un des seuls à s'accaparer la question, c'est le Rassemblement national qui dit il faut virer les migrants, comme si c'était la seule réponse. Nous, on veut justement attaquer ce sujet-là parce que on considère que le problème, c'est peut-être aussi qu'il manque un échelon. On a des polices municipales qui sont en train de réfléchir à s'armer parce qu'elles n'ont plus de solution pour répondre aux problèmes dans les quartiers, par exemple. Mais pas que, hein, c'est aussi le trafic de drogue qui est des fois dans des villes beaucoup plus moyennes comme Pleuharmel, par exemple. Hein, mais on voit que le terreau, à chaque fois, c'est le trafic de drogue. Même dans des campagnes aujourd'hui. Et la police municipale, bien sûr, ne va pas répondre à ça parce qu'une police municipale à Rennes, elle n'aura pas de compétences pour aller intervenir à Pleuharmel, justement. Et pourtant, des fois, les trafics sont liés entre Pleuharmel et Rennes. Hein. Et comment on peut répondre à ça ? Eh bien, aujourd'hui, le seul moyen qu'on a pour répondre à ça, c'est la police nationale. Or, on voit que le sujet, il n'est pas traité. Tout simplement parce que la police nationale, elle a des objectifs et qu'on n'a peut-être pas la même exigence en termes de sécurité qu'on soit en Bretagne ou à Marseille. Pour avoir vécu Marseille, je sais de quoi je parle. Si je suis venu en Bretagne, me réinstaller, c'est bien parce qu'on a une exigence en termes de sécurité qui est beaucoup plus forte que d'autres régions. Et donc c'est pour ça que nous, on prône justement la création d'un échelon qui puisse gérer les spécificités justement liées à la Bretagne. Et donc ce serait la création d'une police régionale, comme ça se fait dans d'autres régions européennes. Hein. C'est pas une lubie de l'esprit. Et d'ailleurs, Christelle Morancet en a parlé pour les Pays de la Loire. Et une autre région aussi, une autre région qui se veut autonomiste, hein, sans doute, c'est l'Île-de-France. Hein, la région qui va peut-être avoir le plus de délégations de compétences finalement en France. Hein, quand c'est pour l'Île-de-France, il n'y a pas de problème à déléguer des compétences apparemment. Eh bien c'est là-dessus qu'on va devoir se quitter, Joannick Martin, parce que le temps passe vite. Voilà, on parlait de rapidité, mais finalement le temps passe vite aussi à la radio. Merci en tout cas d'être venu ce matin jusqu'à nous au studio de la matinale, au micro de la matinale. Joannick Martin, je rappelle que vous êtes chef de file du Parti breton pour les élections régionales. Et vous étiez avec nous en direct. Je vous en remercie. Je vous souhaite une très belle journée. Merci, bonne journée. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.